Maître Antoine Béguin, bonsoir. Vous êtes avocat et co-auteur de Effets secondaires, le scandale français aux éditions First qui sort aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a toujours des scandales sanitaires qui sortent. Alors il y a eu la Dépakine, vous allez nous en parler dans un instant. Et puis il y a eu ce scandale à Rennes avec des essais cliniques à l'origine d'un décès. Tout ça pour nous rappeler, et vous le rappelez à longueur de ce livre, que le médicament c'est aussi un poison et on oublie de le dire. Alors un poison, je vais nuancer. Le médicament est un produit actif, c'est un produit qui est là pour soigner et comme tout produit actif, il peut avoir des effets indésirables. La question qu'on aborde dans le livre, c'est nous dit-on tout sur les effets indésirables et on s'aperçoit que parfois il y a des informations qui ne sont pas transmises et qui déclenchent ce qu'on appelle des scandales sanitaires. Alors exemple, tout récemment, la Dépakine, alors racontez-nous, c'est un antiépileptique dont les effets secondaires ont été minimisés, voire ignorés? Oui, on va dire ça gentiment. C'est un médicament qui est utile, qui est efficace. Donc je le dis très clairement. Mais c'est un médicament qui a des effets tératogènes. C'est-à-dire que la femme qui va ingérer ce médicament va transmettre au fœtus qu'elle porte, qui est extrêmement fragile, va entraîner des malformations pour ce fœtus, des retards mentaux. Et on a une enquête qui est en cours, qui a été déclenchée par le ministère de la Santé, et on s'aperçoit qu'on a su très tôt que ce médicament avait des effets sur le fœtus. Malheureusement, on a oublié d'informer les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes qui avaient ce risque. Donc, quelle culpabilité, parce qu'ensuite on a son enfant qui à vie porte les séquelles de ce médicament qu'on a pris nous-mêmes. Exactement. Je veux dire, par rapport au Mediator, c'est en plus la vie des enfants qu'on... Exactement. C'est ça ce qui est pire dans les scandales sanitaires. On a les femmes qui sont les premières victimes, ce qu'on appelle les gueules cassées du médicament. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas subir en elles-mêmes le problème, elles vont transmettre ce problème aux enfants. Il y a eu le Distilbène, grand scandale. Thalidomide. Voilà, avec c'était pour les fausses couches. Exactement, pour prévenir les fausses couches. Et du coup, les filles, et les petites filles même, se retrouvent avec des problèmes de cancer, etc. Des malformations qui se perpétuent sur 2 générations. Donc la mère ingère le médicament, elle transmet le problème à son enfant, qui transmet également le problème à la 2e génération. Alors il y a aussi, deuxième exemple, puis après on va le Rékip. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que c'est un médicament contre la maladie de Parkinson. Et vous avez défendu en tant qu'avocat un certain Didier qui a pris ce médicament. Racontez-nous quel calvaire a vécu Didier, que vous avez défendu devant les tribunaux, suite à la prise de ce médicament contre la maladie de Parkinson, le Rékip. Donc c'est un médicament qui fait partie d'une classe qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, un nom un peu long, pour dire que nous avons des médicaments qui sont très efficaces pour soigner, non pas la maladie, les effets de la maladie de Parkinson. Ces médicaments ont révolutionné la vie des patients. Ouais. Malheureusement, on a un petit peu oublié de dire à ces patients que cela pouvait entraîner chez 15-20% de ces personnes des troubles du comportement. Pas des troubles passagers et totalement anodins, des troubles particulièrement graves, c'est-à-dire des addictions au jeu, des compulsions d'achat, voire de ce qu'on appelle de l'hypersexualité. Ce sont des effets qui entraînent... Oui, pardon, je lis le passage. Lui, marié, père aimant et aimé, multiplie les rencontres homosexuelles sans lendemain. Il s'est ruiné au jeu également, en jouant sur Internet toute la nuit, etc. Et il ne comprenait pas pourquoi. Non, parce que... C'est très tard qu'il a fait le rapprochement avec ce médicament contre le Parkinson. D'abord, ce n'est pas lui qui a fait le lien, il a été hospitalisé suite à des tentatives de suicide à répétition. Etc. Et c'est un médecin, tout d'un coup, qui a dit « mais cherchez pas, c'est le médicament qui est en cause, on arrête le médicament ». Retour à la vie normale. Si c'était un cas isolé, à la rigueur, on pourrait le comprendre. Mais je continue à recevoir en 2016 des témoignages de personnes qui ne sont toujours pas informées de ces problèmes. Ce que l'on dit, c'est ne pas interdire les médicaments. Ces médicaments doivent toujours être prescrits. Simplement, informer le patient, informer l'entourage. Alors, le médecin qui prescrit ça, il ne le sait pas ou il minimise les risques ou il le cache? Le médecin le sait, c'est dans la notice aujourd'hui. Voilà. Je rencontre encore, puisque j'ai des procédures en cours, je rencontre des neurologues qui n'informent pas les patients en disant « tout ça, c'est pas très grave, c'est du jeu, c'est la sexualité ». Oui, c'est vrai, c'est juste la vie d'une personne qui va être brisée à cause des problèmes, des troubles du comportement. Donc il faut informer, il faut arrêter de prendre les patients pour des imbéciles heureux qui ne sont pas en mesure de comprendre l'information médicale. Il faut donner une information pertinente. Et en informant le patient va être sensibilisé. Dès qu'il présentera un effet un petit peu atypique, il remontera l'information au médecin. C'est comme cela que nous avons une prévention sur des problèmes médicaux. Alors, Maître Antoine Béguin, vous l'avez dit à l'instant, tous ces effets secondaires sont sur la notice. Donc, les laboratoires ne sont absolument pas responsables des effets... Enfin, ils préviennent sur la notice.
Alors c'est un jeu subtil, attention. C'est un jeu subtil. Le laboratoire doit informer des effets indésirables. Voilà. Il ne doit pas donner trop d'informations sur les effets indésirables, puisque plus un médicament a d'effets indésirables, plus sa balance risque-bénéfice va être négative. Parce que s'il en donne trop, du coup, il ne va pas être autorisé sur le marché. Donc il n'aura pas son autorisation de mise sur le marché, ou alors son médicament va être mal remboursé par la sécurité sociale. Un médicament mal remboursé, c'est un médicament qui n'a aucune valeur commerciale. Donc on donne suffisamment d'informations, pas trop non plus, et on attend de voir ce que cela donne. Et quand on a des remontées d'informations sur des effets indésirables nouveaux, on met à jour la notice. Ce que l'on déplore, ce qu'on le regrette, et on le dit bien dans l'ouvrage, c'est que quand un nouvel effet indésirable est noté sur la notice, on ne le dit pas au patient. Un patient qui est traité au long cours pour une maladie... Mais qui les lit, ces notices? Parce qu'il y a 4 pages, quoi. Et puis il y a un nombre d'effets indésirables par moment. C'est complètement abscon pour le commun. Les notices, aujourd'hui, ont un effet qu'on peut qualifier d'anxiogène. Vous lisez une notice, vous ne prenez plus le médicament. Vous avez peur. Mais il y a un personnage central sur qui tout repose, il s'appelle le médecin. Vous en parlez au médecin, le médecin vous connaît, il connaît vos pathologies, il faut lui faire confiance. Est-ce que vous diriez qu'il y a un effet parapluie de la part des labos qui disent toutes les maladies possibles que vous pourriez avoir avec ce médicament, comme ça ils disent bon bah on est protégé, on est blindé? Voilà, c'est l'effet, ce que vous dites exactement, la notice parapluie, je mentionne les effets indésirables, et si je présente cet effet indésirable, le laboratoire me dira attendez, je vous ai averti, c'est écrit dans la notice. Alors, vous le disiez à l'instant, les autorités de médicaments doivent donner leur accord et vont dire si ce médicament doit être remboursé à 100%. Font-elles bien leur travail ou sont-elles, comme on l'a beaucoup dit, sous l'influence des labos qui, je crois, sont de grands lobbyistes? Le sont-ils toujours d'ailleurs? Ils le sont toujours. Et on peut même vous dire que dans la rédaction de cet ouvrage, nous n'avons subi aucune pression, mais des pressions intelligentes, c'est-à-dire des personnes qui nous voulaient beaucoup de bien, qui voulaient participer à la rédaction de cet ouvrage, nous donner des informations, à condition qu'on leur donne également quelques informations sur les thèmes que l'on abordait dans le livre. Donc, il y avait de l'argent là-dedans? Non, il n'y avait pas d'argent. De toute façon, il serait très mal tombé avec nous. Non, il n'y avait pas d'argent, mais c'était intelligent, c'était bien mené. Donnez-nous des informations, on fait un échange. Donc il y a un pouvoir, il y a un lobby évidemment de l'industrie pharmaceutique. C'est de bonne guerre, tout le monde fait du lobbying. Eux plus que les autres? 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. D'accord. Ce sont des géants. Des enjeux financiers colossaux. Pour les agences de sécurité sanitaire, elles font leur travail avec les moyens. Mais ont-elles simplement les moyens? Depuis l'affaire du Mediator, est-ce que les autorités sont plus indépendantes? On avait beaucoup accusé la collusion à l'époque du Mediator. Alors l'indépendance, je vous donne un chiffre. Les autorisations de mise sur le marché, maintenant, sont principalement délivrées par l'Agence européenne du médicament, financée à 85% par l'industrie pharmaceutique. Alors quand vous êtes financé par l'industrie pharmaceutique, la question de l'indépendance se pose. Vous dites même, attendez, parce que je reviens, 90% des autorisations de mise sur le marché des nouveaux médicaments sont décidées au niveau européen. Oui. Mais on a totalement perdu la main en France, en fait. Tout se joue au niveau européen. Donc. Oui, on a un exemple avec un médicament qui s'appelle le Missimba. C'est un médicament qui vient des États-Unis, qui est... Alors j'espère que ce ne sera pas le nouveau Mediator, mais qui est censé lutter contre l'obésité. La France dit que c'est un médicament dont on ne veut pas. Il a obtenu une autorisation de mise sur le marché européenne. L'autorité sanitaire française n'en veut pas. Que peut-elle faire? Rien. Le fabricant peut valablement vendre ce médicament sur tout le marché européen. Maître Antoine Béguin, à la fin de votre livre, on a envie de se dire, bon bah tout ça, je ne prends plus de médicaments. Est-ce que vous ne participez pas à ce rejet de la médecine? Et même maintenant, les gens veulent plus se faire vacciner à force de toutes ces peurs. Est-ce que il n'y a pas le risque que vous agitez là? Ce ne sont quand même pas des marchands de mort, les labos. J'espère que nous expliquons exactement le contraire dans le livre. Nous ne diabolisons pas l'industrie pharmaceutique, nous avons besoin de cette industrie, nous avons besoin des médicaments, nous ne sommes pas les anti-vaccinations, bien au contraire. Ce que nous dénonçons, ce sont les failles béantes du système qui, aujourd'hui, en 2016, permettent encore un nouveau Mediator. Et si cet ouvrage peut participer à l'amélioration de notre système de sécurité sanitaire, ce sera une bonne pierre à l'édifice. Eh bien voilà, merci beaucoup Maître Antoine Béguin, donc votre livre qui sort aujourd'hui, Effets secondaires, le scandale français aux éditions First. Merci. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air qui revient sur ce test grandeur nature qui est réalisé depuis le début de la semaine dans la capitale. Comment se préparer face aux inondations avec le risque d'une crue hors norme qui viendrait paralyser tout le pays, les infrastructures, l'électricité. Quelles sont les zones les plus menacées en France? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Inondation, un péril français.